Voilà, ça a été relancé. Est-ce que vous arrivez à accéder maintenant? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je sais pas comment Oui, vérifier. c'est bon. Par contre, la caméra est désactivée, c'est normal? Je pense pas. Bah, je suis désolé pour ça. Attendez, je regarde comment rajouter ça. Tac, tac, tac. Non, bah, ça va être sans caméra. Je suis désolé pour le problème. Pardon, Oui, allez-y. c'est un problème de ma part parce que la fonction partagée est désactivée aussi. Ouh là là. Exact. Vous m'entendez? Alors, oui, je vous entends. Je vous entends très bien. Hop, Je c'est ne peux bon. plus Là, partager. normalement, Ah, ça ok, devrait c'est aller ok. là. Ouais, hop. Donc, je suis pas sûr de savoir où est-ce que qu'est-ce que les personnes ont pu, les participants ont pu avoir de votre présentation. Euh, Peut-être qu'il serait mieux de reprendre vu qu'on n'avait pas forcément beaucoup avancé sur ça. Ce que je peux vous proposer, c'est de redémarrer la présentation que vous étiez en train de dispenser. Je pense que maintenant, on a tout le monde dans le webinaire. Je pense que ça devrait aller. Pas de problème. Donc, je Est-ce que, partage de mon côté. oui, est-ce que c'est possible de relancer, s'il vous plaît? Merci beaucoup et encore désolé pour pour ce désagrément. Pas de problème, merci. Merci. Vous voyez mon écran là? Là, c'est très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a tout le monde maintenant? Je pense que oui. Non, il y en a d'autres. Voilà, oui. Ils arrivent, c'est bon? C'est bon. Ok. Super. Bon, je vous laisse la parole, Monsieur Ravin Salam, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, je me présente, Mantar Salam. Je suis un docteur ingénieur, un forestier de l'ESSA, École supérieure des sciences économiques, mention foresterie et environnement, de l'Université d'Antananarive. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui les perceptions locales de l'utilisation du bambou et de son potentiel de développement à Madagascar dans les zones de Madzang et de Fénéry-Vest. Alors, je suis ici en tant que représentant uniquement. Nous sommes plusieurs à avoir réalisé cette étude dont l'une des co-auteurs est parmi nous aujourd'hui. Et donc, nous sommes un consortium, bien sûr, donc au niveau de l'ESSA, mais aussi de l'Université Liverpool John Moore du Royaume-Uni et de l'Université d'Édimbourg du Royaume-Uni. Alors, cette étude est cadrée dans le cadre du programme BeResilient, qui est un programme de recherche-action focalisé sur le bambou à Madagascar, donc en tant qu'alternative durable et viable pour les communautés. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons réalisé les enquêtes sociales au niveau de sites de deux écorégions différentes à Madagascar, l'écorégion de l'ouest, plus sec, qui est Maatang, et l'écorégion de l'est, plus humide, qui est Fénéry-Vest. Et donc, ce sont surtout, les enquêtes ont été surtout menées donc, dans des zones périurbaines, autour de Maatang et de Fénéry-Vest, et surtout qui se distingue par la présence des aires protégées, donc au niveau des localités autour des aires protégées, qui est la nouvelle aire protégée de Tampoul pour le cas de Fénéry-Vest et la nouvelle aire protégée de Bombetka pour le cas de Madzang. Donc rappelons que ces deux sites sont les deux sites d'intervention du programme BeResilient et à Madzang, nous avons réalisé l'étude au niveau de 3 communes et pour Fénéry-Vest, c'était au niveau de 5 communes. Alors, juste un petit mot, donc, dans le cadre du contexte et problématiques de l'étude. Donc, on sait tous que c'est dans un contexte, en premier lieu, de déforestation, donc la forte déforestation qui sévit, qui persiste à Madagascar depuis des générations, et où il y a des populations, donc surtout les populations que nous avons ciblées, qui sont fortement dépendantes des ressources forestières pour leur subsistance, donc au niveau social,
mais aussi et surtout économique, donc comme source de revenus. Et comme le collègue a dit tout à l'heure dans l'introduction, Madagascar se distingue par une richesse en bambou. Donc, il y a plusieurs, elle est riche en espèces et qui peut être donc une alternative fiable et durable du bois pour les communautés. Donc, je parlerai d'un cas plus spécifique au niveau des zones d'études. On a réalisé en fait donc des études au niveau de quels sont les matériaux de construction utilisés par les ménages. Et là, on peut voir sur la figure que le bois reste de loin le principal matériau de base dans la construction utilisé par les ménages. Il en est de même donc en termes de sources d'énergie, où c'est le bois de chauffe et le charbon de bois qui occupent le premier rang donc, pour les sources d'énergie au niveau des communautés. Alors, cette force de dépendance, donc, comme ce qui est dit tout à l'heure, qui constitue le cœur de la problématique, est surtout donc handicapée par le fait qu'une majeure partie de ces bois qui sont prélevés au niveau de ces zones protégées, de ces aires protégées, et aussi que les matériaux utilisés, les bois utilisés sont en majeure partie des bois des espèces interdites. Donc, pour le cas à Amazang, ce sont surtout des mangroves, et pour le cas à Tampul, en Fénéré-Vest, ce sont des bois de catégorie 2, de bois de forêt naturelle, comme le palissandre, qui sont utilisés même pour l'énergie. Et donc, on a utilisé plusieurs méthodes sociales donc, pour mener l'étude. Donc, c'est principalement des enquêtes ménages. Donc, on a réalisé 1111 ménages répartis entre les deux sites. Donc, dans les critères sont énumérés sur le tableau qui suit, on a essayé d'avoir une représentativité sociale selon des critères socio-économiques, le genre, l'âge, l'origine, mais aussi les activités économiques des ménages. En parallèle, nous avons réalisé des ateliers participatifs et des entretiens auprès de quelques informateurs clés. Alors, en termes de résultats, dans l'utilisation de la plantation des bambous, donc représentée par les figures qui suivent, donc on a des utilisations contrastées. On a des utilisations, je dirais, moyennes dans le cas de Fénéré-Vest, donc le bambou est largement utilisé par les populations. Mais nous allons voir plus tard que ces utilisations sont de type secondaire, voire rudimentaire. Mais pour Mazang, le bambou est quasiment inconnu, donc où l'usage est très très limité et seul un nombre assez limité de personnes utilisent donc le bambou. Alors, cela aussi peut s'expliquer par le fait que la richesse en espèces n'est pas la même au niveau des deux zones. Donc, on a noté 4 espèces pour de bambou à Mahazang et à peu près 5 espèces donc, pour le cas de Fénéré-Vest. Notons que je dirais, ces espèces-là ont été obtenues auprès des réponses des ménages, mais c'est encore à vérifier et regrouper concrètement combien sont réellement le nombre d'espèces au niveau de ces deux zones. J'ai parlé tout à l'heure de l'utilisation assez limitée du bambou. Donc, on peut voir sur ce tableau qu'il y a eu des multiples usages allant de l'artisanat, de la construction, l'aspect culturel, l'aspect social au niveau de la médecine. Mais donc, ce qui ressort donc, de ce tableau, c'est que, par exemple, la construction, il n'y a pas donc d'utilisation dans la structure de base de la maison. Donc, il n'y a pas d'utilisation en tant que pilier de fondation, mais simplement, donc, surtout pour le cas de Fénéré-Vest, où le bambou est largement utilisé, où le bambou est utilisé comme le mur, pour les murs et le plancher. Donc, ce sont des utilisations, je dirais, les bambous sont, je dirais, fissurés, travaillés, et donc pour former des murs et des planchers. À Mazang, ce sont surtout des supports du Ravimput, qui est un palmier. Donc, c'est la seule utilisation dans le cadre de la construction. Et donc, en termes d'énergie, il n'y a pas d'utilisation du bambou, donc surtout dans le domaine du charbonnage. Et donc, je dirais que au niveau international, donc pour citer que le cas de l'Afrique, Madagascar est
dans le cas de l'utilisation du bambou, Madagascar n'est pas au même rang que ses homologues. Donc, par exemple, au Cameroun, où le bambou est déjà très largement utilisé, et en Côte d'Ivoire, l'utilisation du bambou est très, très, très avancée. Donc, ils ont des charbons, déjà charbon de bambou. Donc, pour voir la différence entre Madagascar en termes de niveau d'utilisation du bambou. Donc, la deuxième partie, donc, après les analyses de l'usage actuel du bambou, la deuxième partie sera axée donc principalement sur l'analyse de perception des communautés vis-à-vis du bambou. Donc, dans ce sens, on a utilisé différents indicateurs socio-économiques pour mesurer donc, qui sont les plus influents dans le cadre de l'intéressement du recours au bambou par les communautés à travers une modélisation multivariée sur le programme R. Alors, ça a donné ces schémas qui sont en haut, donc le schéma de modélisation avec la plantation de bambou, l'utilisation actuelle du bambou et l'intéressement futur du bambou. Alors, les principaux résultats qui en ressortent, c'est que les paramètres significatifs qui influencent donc cet intéressement au bambou, donc c'est surtout principalement d'abord le niveau d'éducation, plus l'individu a un niveau éduqué, plus il est intéressé au bambou. La propriété foncière, bien sûr, donc surtout pour la plantation de bambou, seuls ceux qui ont, je dirais, des terrains assez vastes sont intéressés au bambou, mais surtout qui ont des terrains sécurisés, ayant des documents, des titres fonciers. L'origine, les migrants, on a vu que les migrants ne sont pas intéressés par le bambou et donc ce sont les principaux facteurs qui sont ressortis donc, de l'analyse de perception du bambou. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait utilisé un facteur culturel donc, qui est la situation de vie des parents. Donc, dans la zone, il est réputé que les personnes qui ont des parents encore en vie n'ont pas le droit de planter du bambou. Et dans l'analyse, ce paramètre n'est pas ressorti significatif. Donc, on peut toujours discuter de la représentativité de nos échantillons, mais le questionnement se pose donc, est-ce qu'il y a eu déjà donc, des changements de perception des communautés face au contexte? On ne sait pas. Donc, pour conclure, c'est que cette étude a apporté des informations principales sur l'utilisation du bambou, donc des informations précieuses qui vont orienter, je dirais, parce que le programme Birésilient de Bambou, en tant que recherche-action, va proposer, vulgariser des produits bambou, donc qui vont tenir compte des connaissances locales, pas simplement scientifiques, et donc cela va orienter donc la conception de ces produits à vulgariser auprès des communautés pour que ce soit une alternative durable et acceptable par les communautés. Donc, on a vu que le bambou est déjà utilisé, mais qu'il y a encore des améliorations à faire et qu'il y a des perceptions qui ont évolué. Il y a des perceptions significatives, donc des paramètres significatifs qui sont à tenir en compte. Donc, ces paramètres significatifs, donc l'intérêt dans le programme Birésilient, c'est dans le ciblage des bénéficiaires. On va mettre en place des entreprises locales de bambou. Et donc, ces perceptions, donc les facteurs qui sont ressortis, vont permettre de mieux cibler ces bénéficiaires. Donc, on avait vu les personnes à niveau éducation, à niveau éducation élevé, ceux qui ont des propriétés foncières, qui sont, je dirais, sécurisées, qui sont les plus motivées, et aussi des personnes ayant accès à des formations auparavant. Et donc, mais dans le cadre d'un plan de prévention que nous avons déjà développé, plus tard, je dirais, ce ciblage sera étendu, bien sûr, au niveau des 2 régions cibles du programme Birésilient, et non seulement au niveau de ces 5 communes dites. Sur ce, mesdames et messieurs, la présentation est terminée. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup pour cette présentation un peu plus du coup sociale et sur la perception, c'est super intéressant. J'avais une question par rapport au programme Birésilient. Est-ce qu'il concernait uniquement le bambou ou est-ce qu'il concernait aussi d'autres ressources? Merci. Les collègues peuvent appuyer après, mais le programme Birésilient donc, concerne le bambou et les espèces de forêt naturelle, quelques espèces de forêt naturelle. Ok,
D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup pour cette présentation-là. On va dérouler les présentations. On prendra des questions-réponses à la fin de la séance. Merci encore. Je peux Merci. passer la main à la prochaine présentation de l'ESA, du docteur Rafidisson. Monsieur, est-ce que vous pourriez peut-être présenter votre support Il de dit, il présentation? dit qu'il ne peut pas partager. Je ne sais pas s'il peut maintenant. Sinon, je peux. Normalement, c'est bon. J'ai mis la possibilité là. Est-ce que c'est possible ou est-ce que vous voyez le bouton partager? Ah, voilà. OK. On voit bien votre écran. Par contre, on ne vous entend pas encore. Il faut juste désactiver votre micro. Enfin, activer votre micro, du coup. Je ne pense pas que ce soit le PowerPoint. Non, là, il y a eu un souci. Ce n'est pas le PowerPoint. Monsieur Rafidisson, est-ce que vous nous entendez? Bon. Ça ne marche pas, apparemment. Excusez-moi, est-ce que je fais une requête le temps que ça s'organise? Si je pouvais juste passer avant, je n'avais pas prévu en fait de rester aussi longtemps durant cette présentation. Oui, J'ai, alors on peut faire comme ça. Si le temps que la deuxième présentation de l'ESA se prépare, on peut faire comme ça. Donc, je vous passe la parole alors, Johan, du cabinet March, cabinet d'architecture. Je vous laisse présenter pour le coup, partager votre écran alors. Merci beaucoup pour cette suggestion. oui, bonjour à tous. Bonjour, Manaona Tool. Faila c'est la rédaction de Falpe, tout jeune. Mionamni, Pierre, Miasatalou. Bonjour, Taïna, comment tu vas? Oui, bonjour à tous. C'était une opportunité pour moi aussi, comme je vous l'avais entendu, d'un peu présenter quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Et aussi, bon, comme vous l'avez entendu ici, d'avoir aussi une discussion, retrouver mes collègues, pour le coup, de l'ESA IST. Et est-ce que vous voyez ma présentation en ligne là? Vous la voyez? Oui, c'est bon, parfait, Donc, je merci. m'excuse déjà pour mes collègues de l'ESA passés avant. Il y avait un mix dans la discussion. Je pensais que c'était à 14 heures. J'ai un grand rendez-vous tout à l'heure et j'essaie de faire de mon mieux pour faire très rapidement le temps que vous organisiez. Donc, c'est aussi pour dire que je suis architecte. MArch n'est pas mon entreprise. J'ai une maîtrise en architecture. Donc, MArch, c'est comme DPG pour le français. Ah, J'ai ok, une pardon. pratique en architecture qui a commencé à Madagascar en 2012. Et l'ironie du sort est que je suis rentrée définitivement à Madagascar pour débuter une entreprise de semi-transformation de bambou. Donc, c'est une coïncidence quand vous m'aviez contacté. J'avais participé en 2012 au World Bamboo Congress où, oui, j'ai eu l'opportunité d'être vraiment à rester, à
discuté avec les acteurs de la scène à l'époque. Il y avait Mozo Bambou, comme vous avez dit, il y avait Dassault, Inbar, il y avait les grands chercheurs, les grands experts, puis les grands designers. J'avais découvert que le bambou, en fait, a été largement diffusé dans le monde à travers la RD de l'Allemagne et des Pays-Bas et a exploité sa forme sous transformation par une espèce de convention de transfert de connaissances et de technologies entre la Chine, le Japon et l'Europe. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris lors de la conférence. L'initiative qu'on a eue est une initiative familiale où on a mis beaucoup d'argent en RD pour donc monter cette entreprise de semi-transformation. À droite, vous avez un panneau d'OSB de base de bambou et d'isolant de bambou. Je ne peux pas, pour des raisons de confidentialité, partager plus d'informations là-dessus. Vous devez savoir ce que c'est. On est tous entrepreneurs. Nous sommes très rares en tant qu'entrepreneurs malgaches d'avoir fait un investissement aussi important. Donc, je vous remercie pour la compréhension. L'aventure a donc commencé en 2012 chez ici l'expert Jean-Luc Kouyunji, qui faisait partie de la vingtaine d'experts qui sont venus avec moi à Madagascar. Nous avons traversé l'île de part et d'autre, dont, alors moi, je n'ai pas fait Vavaten, mon mari a fait Vavaten. Toute la source, en fait, de Ivouloud est allée en bas de Zambilbé, puis pour finir un peu voir ce qui se passait au niveau du sourcing sur Fort-Dauphin. Notre but était, dans un délai de 5 à 10 ans, d'avoir une viabilisation d'une plantation à l'échelle, on va dire, quand même régionale, pour la moitié faire l'export et l'autre moitié, bon, l'export c'est semi-transformé, hein, j'insiste pour le terme semi-transformé, parce que bon, à Madagascar, on a l'habitude d'avoir été toujours dans cette dépendance de l'extraction, donc on prend du bois, on coupe le bois et puis on l'exporte. Je pense que les collègues de l'ESA connaissent à peu près ce qui se passe. La même chose pour les miniers. Donc, nous, ce qu'on avait pensé, c'était complètement parler de la chaîne de valeur du début jusqu'à la fin et puis essayer de garder au maximum tout ce qui est transformation jusqu'à un certain point pour l'export. L'autre moitié était de faire aussi, comme j'avais vraiment vu ce qui s'est passé dans l'histoire du bambou, faire un transfert des connaissances et par une espèce de pérennité, en fait, d'amélioration de la perception du matériau. Donc, on est parti, j'avais gagné un concours d'architecture en 2010 avec un habitat sur les logements. Donc, on était vraiment parti pour se faire ces logements-là. Ce qu'on a vu ici, c'était exactement dans la première présentation. C'est une filière plurielle très active, mais très hétérogène. Donc, on a plusieurs échelles. Les données ici ne sont pas à jour. Donc, je parlerai de Madagascar Bambou avec des données parce que, parenthèse, je connais tous leurs initiateurs, les personnes qui étaient à l'origine de l'entreprise. Je peux vous contacter avec eux. Je connais aussi les derniers actionnaires de l'entreprise. Je ne sais pas qui l'a racheté après, s'ils l'ont vendu encore. Mais, pour moi, ça s'est arrêté en 2017-2016. Aussi les ONG, donc il y a quand même un environnement, je pense que les collègues de l'ESA connaissent un peu plus qui est encore assez actif dans le secteur, mais ce que nous on a constaté, c'était que c'est une forte dualité, une sous-filière qui est organisée par un marché local, puis il y a beaucoup quand même d'exports, on a identifié une grande plantation à Vatmanch qui faisait juste l'export direct BIM, comment on dit ça, de cradle to directement à l'usinage extérieur. Mon intervention dans le bambou en 2017 s'est arrêtée là. J'avais fait une orphelinat. On a utilisé nos petites plantations avec une pépinière qu'on avait investie. On avait mis 15 000, 20 000 plants. Là, on a fait un orphelinat juste pour littéralement faire les tresses. C'était juste pour l'ornementation. En tant qu'architecte, c'était une énorme déception de ne pas pouvoir aller plus loin avec le matériau. Parce qu'évidemment, j'avais quand même, et pour ceux qui me connaissent dans le secteur, j'ai une firme d'architecture qui s'appelait Kern Architecture. On a quand même cette idée de travailler avec des normes, des standards, et avec le bambou, on n'a pas pu arriver jusque-là. Donc, les forces et les opportunités pour le marché, c'est qu'on a, comme j'avais dit, une trentaine d'essences. On les a identifiées avec les experts de Minbar qui sont venus. Donc, on a approché d'Asso Minbar en Chine, on est allé à Shanghai et tout, et on les a fait venir à Madagascar en 2012. Donc, Vulbe, Vulmas, Vulmentu, Vulbemav, c'est littéralement le Dendrocalamus. On a aussi identifié beaucoup de bambous informels qui étaient plantés au niveau des bâches. Ça datait de la colonisation.
pour renforcer, pour essayer de créer aussi un revenu de rente pour les gens qui étaient dans ces régions. La ressource elle, est extraordinaire. On était à Brickaville en 2012, on est revenu en 2013, on avait carrément une forêt, quoi. Donc, ça plante très, très vite. C'est quelque chose qui a besoin de très peu d'entretien. À l'échelle régionale, je dirais que ça a vraiment un impact incroyable au niveau des revenus de rente. Je ne sais pas si les études vont essayer de le voir, de combien ils pouvaient profiter, mais à l'époque, on avait l'ONG Bararat qui avait promu, je pense avec la Chambre de commerce, je ne me rappelle plus de l'entité, mais qui avait un programme qui sponsorisait donc ces pépites, ces pépinières. Puis nous, on a acheté finalement avec ces pépiniéristes. On était vraiment là pour essayer de créer de la valeur. 50% sont des articles de décoration. Donc là, à gauche, c'est ce qu'on avait planté en 2012. On est revenu 6 mois après 2013, fin 2012, et puis il y avait déjà 3 mètres. Donc c'était vraiment une les experts avaient dit que c'était carrément l'Eldorado, finalement, ces régions-là. Mais on est arrivé à un facteur de blocage assez important. Donc, tout de suite, je vais les faiblesses et les risques. C'est, oui, on peut dire que c'est la valorisation, la sous-valorisation des ressources, une perception qui est quand même séculaire, traditionnelle, que le collègue de l'ESA a expliqué tout à l'heure, une pression quand même assez importante de cette ressource dans certaines zones. Moi, ce que je dis tout de suite, c'est l'autorisation de collecte, l'absence d'application de textes spécifiques sur le bambou et vraiment une insuffisance dans la sécurisation foncière. Je ne vais pas révéler la raison pour laquelle on a arrêté tout de suite les investissements, mais c'est écrit en fluo. On ne pouvait littéralement rien sécuriser au-delà de, on va dire, c'est quoi, 10 hectares, 15 hectares, 100 hectares sans la signature au niveau du Conseil des ministres. Je travaille actuellement avec 2 ou 3 exploitants fonciers dans le cadre de mon travail en tant que consultante. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent pour sécuriser un foncier. C'est le seul bouquin. Hein. On aura beau avoir des sous pour payer des experts, on aura beau avoir des belles idées. On avait même les centrales d'achat sécurisées à l'étranger, mais on n'avait jamais pu réussir cette étape-là. Donc, bon courage à ceux qui veulent vraiment créer une filière pérenne du bambou, parce qu'il faut absolument avoir une chaîne de valeur assurée. Je voulais faire très vite parce que je voulais aussi laisser le temps à mes collègues de faire leur présentation. Donc, le pivot pour nous s'est arrêté là parce que on ne pouvait pas avoir une filière assurée dans le sourcing. Donc, on ne pouvait pas assurer, moi je dirais, en ce moment, on est en 2026, nous, on était au niveau des palettes de conteneurs de CNA, CGM qui étaient avec du bambou. C'était du strand et tout. Là, moi, j'arrive à assister à des séances où on a de l'isolation avec du bambou. Donc, est-ce que Madagascar pouvait assurer ça en termes de sourcing? À l'époque, non. Je pense qu'actuellement, non plus. Euh, et donc, on est arrivé avec des discussions, je pense, en 2022. J'ai encore pu parler avec Alpha Ciment qui faisait des beaux EPP avec du bambou d'Indro, très joli. Nous, on avait fait un stand avec des beaux meubles de 67 hectares. Même le marché n'existe plus. Pour ceux qui chercheraient à acheter du bambou, je ne sais même plus où il est. L'année dernière, je suis revenue là, il y avait un centre commercial qui a été construit. Donc, on a même une invisibilisation même du secteur qui a quitté donc le centre, ce gros centre de 67 hectares. J'espère qu'il a été recréé quelque part. Les leçons apprises, c'est cet effet de synergie. Je remercie les collègues de partager un peu ce qui se passe au niveau de cette initiative universitaire. J'avais mis un peu ma candidature en tant que volontaire. J'espère que vous la prenez quand même au sérieux après cette présentation. Il y a un énorme manque de synergie entre les secteurs. Pour promouvoir l'investissement, c'est un peu ce qui se passe partout au niveau de l'économie malgache. On parle du marketing de niche, de riches aussi. Et on a des sous-projets, on attire les investisseurs et puis après, on est bloqué par la régulation de l'information, la valorisation de vos recherches. Hein. Il va falloir faire vraiment beaucoup en termes de vulgarisation, valorisation, transmission. Simplifier ces procédures, la taxation. On voulait faire de l'export, on n'avait pas vraiment de cadre pour exporter. Et puis arriver à aussi un niveau de technologie où est-ce qu'on pouvait arriver à je ne sais pas pourquoi Madagascar Bambou n'a pas marché, je le sais, mais pourquoi est-ce que on ne pouvait pas avoir ce profil d'entreprise à Madagascar? Pourquoi est-ce qu'il fallait que nous se limite au semi-transformé?
ça revient toujours aussi à cette caractérisation des inventaires. Quel est exactement le bambou qui marcherait le mieux pour l'export et pour quel marché? Le pivot a fait que je suis partie dans un autre secteur après le Covid, après la réalisation qu'on ne pouvait pas travailler vraiment dans ce secteur. Je vais parler juste 1 minute sur la brique de terre compressée. On a poussé au niveau du développement en tant que récemment que prescripteur, travailler au niveau des cahiers de charges. J'ai appliqué les leçons apprises du bambou pour faire la brique de terre compressée. Résultat, je suis à 7000 mètres carrés de bâtiment en briques de terre compressée. Littéralement, on attend impatiemment que la norme sorte, ça fait 6 ans. Il y a un effet de levier hyper important qui est sorti grâce à l'économie locale. Il y a beaucoup de fournisseurs, beaucoup de prestataires. Il y a une vulgarisation. Alors, le matériel était déjà là depuis les années 70-80. Je vais le dire, hein, je vais le dire tout de suite. Il y a une politique de rétention de l'information et surtout de monétarisation de l'information qui est totalement nocif à Madagascar et en Afrique. Car par exemple, pour le bambou charbon, on a travaillé avec les mêmes. En 2012, on était en Chine avec les mêmes Ivoiriens, Éthiopiens dont vous parlez dans vos présentations. On est en 2026, ils ont réussi leur transformation dans le sourcing du charbon. Donc, je peux vous mettre en contact avec ces collègues-là aussi, comment ils ont réussi leur pilote de charbon de bois en bambou. Là, j'ai envie de parler des fern slots. C'est un matériau. Quand je l'avais mal prénoncé lors d'une présentation à l'IST, les ingénieurs rigolaient dans la salle. Je ne pense pas que c'est un problème de prononciation, c'est aussi un problème d'identification. Que c'est une ressource qui existe à Madagascar, qui est pérenne, qui est là depuis des centaines d'années et qui est totalement inconnue au niveau d'exploitation. C'est un produit de transhumance. En ce moment, beaucoup d'ONG, les grandes ONG, font de la plantation de cette ressource végétale pour, évidemment, c'est juste pour créer un revenu secondaire dans ce qui se passe depuis 2018 avec la famille. Ce que j'ai reconnu, c'est que c'est un produit de résilience, un produit qui peut devenir un grand produit du secteur. Je finis ma présentation là-dessus. Je fais encore un autre appel au secours. Si des chercheurs ou n'importe qui pourrait travailler avec moi dessus, ça fait 2 ans que je fais une recherche active. Pour parler un peu de mon CV, j'ai été formée au Canada en architecture, MArch, donc maîtrise en architecture. Je suis membre de l'Ordre des architectes de Madagascar et en ce moment, membre de l'architecte en cours au Québec. Je travaille actuellement en Ontario. Je suis devenue project manager dans une grande firme, mais j'ai monté une entreprise, une firme d'architecture, Charm Architecture à Madagascar. On a construit pour beaucoup. On a fait des EPP, des prisons. On a fait des usines. J'ai laissé la firme à des collègues qui font en ce moment le siège de la Fondation des aires protégées pour la biodiversité. On a une certaine éthique qui veut qu'il faut absolument pousser les Malgaches à ne plus être des produits d'extraction. Donc, je remercie vraiment activement les acteurs ici et puis surtout ceux qui ont initié ce webinaire. Je suis désolée de mon impatience, je ne peux rester encore que 15 minutes, mais je reste disponible pour partager un peu plus. Merci. Super, ben merci beaucoup Joanne pour cette intervention très très riche. En tout cas, on manquera pas de se recontacter pour creuser un petit peu plus en détail les différents sujets qui ont été évoqués. C'est super intéressant et ça nous a permis de voir aussi qu'il y avait peut-être d'autres problématiques qu'on n'avait pas forcément imaginées, qu'on n'avait pas forcément conscience quand on n'est pas du territoire et quand on n'a pas été au contact rapproché comme tu as pu l'être. Mais en tout cas, voilà, nous on est très ouverts à travailler avec cette firme d'architecture que tu as créée pour avancer, pour voir un peu des synergies qu'on pourrait avoir ensemble, autant avec la Réunion qu'avec les autres îles de la zone. Peut-être que la solution, elle est dans le travail collaboratif aussi. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ta présentation hyper synthétique et très précise aussi par la même occasion. Je vais redonner la parole à Lessa. Monsieur qui n'a pas pu présenter tout à l'heure, voilà pour cette présentation. Merci beaucoup d'avoir partagé. Je vous donne la main. Merci beaucoup encore une fois. Vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Bonjour tout le monde.
Je m'excuse pour l'incident de tout à l'heure, je n'arrivais pas à partager, activer le son, là c'est OK. Donc, pour ma part, je suis le docteur Davidson, je suis docteur en matériaux pour l'ingénierie, et puis je suis ingénieur en génie mécanique. Donc, comme mon collègue Mancha tout à l'heure, on est dans le même programme, donc je ne veux plus réexpliquer le programme Biresilient, mais je veux directement attaquer sur ma présentation qui est ici. Donc, le thème, c'est faire une ingénierie adaptée, améliorer la conception des habitats traditionnels en bambou dans les pays en développement. Donc, on va prendre le cas de Madagascar, mais ça va être applicable dans d'autres pays. Donc, on est 3. Donc, mes autres collègues dans l'ingénierie sont à l'université d'Édimbourg. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on quelle est la raison qui nous a poussé à faire l'étude? Donc, ça semble évident parce que, d'après les chiffres, hein, il y a 3 à 4 cyclones dans le sud-ouest de l'océan Indien par an. Donc, c'est vraiment catastrophique, si on peut dire. Et les conséquences est drastique parce qu'il y a supérieur à 80% de logements en bois, non ingénierie, falafa ou bien les constructions en bambou, les constructions en bois. Donc les constructions traditionnelles sont abîmées et plus de 50 000 habitats rien que entre 2007 et 2012 qui ont été détruits. Et la force du vent atteint facilement, frôle les 250 km par heure. Bon, on n'a pas les chiffres exacts pour le moment officiel pour le dernier cyclone qui je pense, qui a atteint quand même 250 km par heure. Mais en 2017, on a eu Eloi qui est à 240 km par heure. Donc ça se rapproche de la limite de conception en ingénierie dans les normes qu'on connaît. Donc là, maintenant, on n'a pas de données sur les capacités, c'est-à-dire la fragilité, la robustesse aussi des structures traditionnelles. Donc, l'objectif est donc de répondre à cette question, hein, avoir une courbe prédictive de fragilité afin d'améliorer et d'optimiser les parties structurelles d'une construction. Alors, notre stratégie, donc, c'est de vraiment d'aller sur le terrain et puis de scanner. Là, je tiens à expliquer en commençant qu'il y aura des exemples sur le bois parce qu'on avait fait sur la construction en bois, mais la construction en bambou est en cours, mais c'est le même principe. C'est applicable directement avec le bambou, mais c'est encore en cours d'étude. Alors, on va justement scanner je veux quand même essayer d'être plus clair, hein, pas trop technique, pas trop scientifique, mais je veux que ça soit compréhensible pour tout le monde. Donc, on va scanner la maison existante et puis on va reproduire le modèle. Pourquoi? On ne peut pas tester, on ne peut pas construire 100 maisons et puis tester et puis voir ce qui se passe. On peut, mais c'est carrément, c'est du gaspillage et c'est carrément impossible, si on peut dire. Donc, il faut modéliser. C'est pour cela qu'on aura besoin des outils informatiques d'analyse. Donc, on va modéliser en 3D. On va simuler l'effet du vent pour voir ce qui se passe. Mais ça va toujours donner du résultat, mais à quel point ça se rapproche de la réalité. Et puis on va s'intéresser sur les connexions. Qu'est-ce qui se passe sur la liaison avec le sol, la liaison entre les éléments structurels comme les poutres et les poteaux.
C'est ça qui nous intéresse. Alors, pour cela, on a les connexions, mais on doit savoir ses capacités. Comment ces connexions se comportent-elles? Et c'est pour cela qu'on a fabriqué des dispositifs pour tester justement ces connexions. Et c'est pas fini parce que si on connaît seulement la connexion, on ne peut pas s'arrêter là parce que les connexions vont ensemble. Par exemple, le bâtiment de tout à l'heure possède une centaine de connexions. Donc, il faut savoir comment ces connexions interagissent. Et il faut faire plusieurs tests pour avoir les variables statistiques parce que c'est naturellement dispersé. Hein. Le bambou est déjà un matériau naturel et puis le souci majeur, c'est que quand il s'agit des maisons traditionnelles, donc les connexions, le bâtiment lui-même est fabriqué par des artisans. Donc, il y a plusieurs paramètres qui font qu'une connexion diffère de l'autre. Et c'est ça la base de la recherche. Comment on va justement évaluer cette variabilité pour bien cerner le côté modélisation. Donc, on a validé quand même sur des cas réels, hein, on a fabriqué des structures en 2 dimensions parce qu'on reste dans le plan. On va tirer, on va voir ce qui se passe, on va suivre les petites les feuilles, les points que vous voyez là, c'est pour suivre exactement les mouvements. Est-ce que le poteau a tendance à se fléchir? Toutes ces questions, il faut suivre dans le cas réel pour ne pas rester trop théorique. Alors, un exemple qu'on a fait, on a vu le R carré, c'est un coefficient de corrélation, c'est-à-dire si c'est 1, ça veut dire l'essai qu'on a fait est exactement le même que la simulation qu'on a fait. Donc, on reproduit artificiellement ce qui se passe, c'est on compare les résultats. Et là, si c'est validé, on peut avancer. Entre guillemets, on peut avancer. Donc là, après validation, hein, là, la structure, les connexions est incrustée dans la structure et on peut capter les interactions entre ces connexions. Mais je vous ai dit tout à l'heure, la variation de ces connexions sont très, très importantes et on n'arrive plus à avoir des méthodes déterministes pour avoir les comportements d'un bâtiment face à la force du vent cyclonique. C'est pour cela que on va modéliser tout d'abord le vent. Donc, il y a le bâtiment est en 3 dimensions. Et puis, il y a le vent, parce que c'est un cyclone. Le vent peut arriver sur n'importe quelle direction parce que ça tourne. Donc, il faut déterminer les effets du vent sur plusieurs directions. Et on peut pondérer justement pour améliorer les résultats, c'est-à-dire on va pondérer ces directions en fonction de données des dizaines d'années. On a vu que souvent le cyclone entre dans une seule direction. Donc on peut définir un point, un plan critique, parce que souvent le cyclone entre dans le même endroit. Donc une face va être plus exposée au vent pendant le passage du cyclone, parce qu'il faut savoir que ça se déplace et en même temps ça tourne. Donc, il n'y a pas de côté privilégié, mais quand même, le fait que ça arrive toujours au même endroit nous donne quand même des idées à la fin juste pour informer les
la communauté que quand vous allez fabriquer une maison, il faut tourner dans telle direction pour diminuer l'exposition selon ces chiffres. Et le mot stochastique même parce que on va donner des valeurs au hasard, pas toutes les valeurs, mais des valeurs obtenues à partir des tests. Donc, quand on fait les tests, on a une dizaine ou vingtaine de tests et on a la moyenne et puis les paramètres de variation qui peut être le quart type ou bien la covariance. Donc, on va varier les valeurs entre ces valeurs. Donc, la moyenne, c'est M et plus ou moins l'écart type. Alors, si on prend toutes les possibilités, ça va prendre des milliers d'années. Pour une simulation de 1 minute, ça va prendre des centaines d'années pour finir si on prend tous les cas, voire même si infini, si on ne choisit pas exact. Donc, c'est carrément impossible. Donc, justement, c'est là qu'intervient la méthode de Monte Carlo. Donc là, hein, on a les critères de défaillance qui étaient déterminés avant, quand on avait fait ce test. On a des valeurs limites. Donc, ces critères vont être incrustés dans le programme pour définir quand une structure est considérée comme inopérationnelle. Et le point très critique, c'est comment et éventuellement comment définir, comment dire que si j'ai 100 connexions, si 40 de ces connexions ont lâché, est-ce que je peux dire que c'était le bâtiment est quasiment effondré ou c'est modéré ou... Donc là, ça nécessite encore une réflexion parce que nous, on a pris une référence qui est très rare. Hein. Il n'y a pas de telle information actuellement, mais la seule, à mes connaissances, à mes humbles connaissances, hein, il n'y a que ce ASUS qui a donné, qui a quantifié l'état d'endommagement d'un bâtiment par rapport au nombre de connexions détruites. Alors, on a fait des campagnes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas nécessairement le matériel pour suivre la courbe de comportement quand le vent souffle. Donc, on n'a pas la courbe. On a juste le point de départ et le point d'arrivée. Et ça devient une droite. Et aussi, on peut considérer aussi qu'on peut avoir exactement la courbe de comportement. Quand je dis courbe de comportement, quand j'applique une force, ça va se déplacer comment? Donc, je trace ça. Et si c'est linéaire parce qu'on n'a pas le moyen de suivre l'évolution, mais avec le deuxième campagne, on peut suivre réellement, capter le comportement de la structure. Donc, je ne veux pas en parler des outils de probabilité qui est assez obscur avec les formules, les méthodes, mais généralement, c'est ça qu'on veut avoir. Alors, la méthode de Monte Carlo signifie juste que, bon, je veux prendre parmi les milliards et milliards de possibilités, je veux choisir au hasard. Sur mon exemple, j'ai choisi 250 cas de simulation. Donc, sur les 100 connexions, il va disperser des valeurs au hasard. Et on peut se demander pourquoi ne pas juste prendre le minimum et puis on sera sûr que ça va tenir. Mais là, ça va être coûteux. La construction va être coûteuse parce que ça nécessite beaucoup d'améliorations pour atteindre les capacités requises. Donc,
voilà les paramètres qui vont dire que c'est encore bon, c'est abîmé, c'est modéré ou c'est complètement inutilisable. C'est déterminé par des variables statistiques. Donc, en gros, le modèle en 3D est là et le programme avec Python va générer des valeurs aléatoires et faire automatiquement des simulations pour voir quelles sont les possibilités. Et ça va nous mener directement à ce qu'on appelle courbe de fragilité. Voilà un exemple. Donc là, c'est un exemple de courbe avec plusieurs types de connexions qu'on a testés, qu'on a à notre disposition. Donc, la courbe est facile à lire. Hein. Il suffit juste de regarder en bas la vitesse du vent et regarder la probabilité où ça va tenir ou pas. Par exemple, à 40 sur le bleu, je monte et puis c'est à 20%. Donc, il y a 20% de chance qu'à 40 km, 40 mètres par seconde, le bâtiment va s'effondrer ou bien 20% de ces connexions va céder, ainsi de suite. Donc, si ça se déplace vers la droite, ça veut dire que c'est bien. Parce que on aura des probabilités assez élevées pour des vitesses de vent élevées. Et vitesse de vent élevée veut dire force très, très importante. Donc, on peut voir, ça c'est juste un exemple de résultat parce que c'est la méthode que j'essaie d'expliquer. On peut voir combien de pourcents de piliers ont cédé, combien de pourcentage de liaison entre les bambous et bambous vont céder. Et puis, on a ces informations. Et finalement, ça va nous servir à quoi si on connaît que là, par exemple, c'est vraiment réel. On peut voir que avec le MT, c'est-à-dire cloué et circulaire, hein, c'est très faible. C'est très faible parce qu'il est à droite. Donc, si on veut améliorer, il faut pousser la courbe vers à gauche plutôt, et puis il faut pousser vers la droite pour augmenter la capacité. Et l'intérêt, ce n'est pas juste de savoir quand est-ce que ça va s'effondrer, mais comment on va faire pour améliorer. Donc, on a fait des marches inverses, tout à fait inverses. On appelle ça grille de recherche. On va chercher quels sont les paramètres idéaux pour que, enfin, ça va être résilient à 250 km par heure. Donc, l'étape, ça, c'est mathématique. Hein. On a plusieurs étapes de phase d'exploitation, affinage et puis certification. Et ça va répondre encore à des intervalles. Par exemple, la connexion doit appartenir à tel intervalle pour que ça puisse supporter 250 km par heure. Je parle toujours des valeurs mécaniques, les forces capables de rompre ces connexions. Alors, on fait la simulation et on aura la courbe. Donc, à gauche, on considère qu'il n'y a pas de liaison entre le moment. Le moment, c'est la capacité à faire de rotation et la force, c'est dans une direction. Donc, un objet peut bouger admet 6 degrés de liberté dans l'espace. Il peut tourner dans les 3 axes, rotation X, rotation Y, et on appelle ça les moments. Et puis les déplacements, ou les résistances au déplacement, on appelle ça les réactions, ou bien tout simplement les forces. Donc là, à gauche, à droite, on va voir s'il y a une corrélation entre ces deux grandeurs. Est-ce que si la connexion, si la force d'arrachement est faible, le moment lui aussi, il va être faible. Et on a des conditions elliptiques. Donc, c'est ça la finalité. Donc, en résumé, hein, on regarde les bâtiments, on va étudier, on va mesurer les capacités de connexion, on va
varier parce que dans la nature, c'est très variable. Hein, c'est très, très variable et c'est ça le grand souci. Donc, on va varier et puis, après une grande simulation, ici, c'est l'exemple, c'est à 250, on peut déterminer que tel type de connexion va résister à telle vitesse du vent. Et bon, voilà les points essentiels. Pour conclure, hein, grâce à la méthode, on peut déterminer, prédire ce qui va se passer. Si un jour on voit une nouvelle construction traditionnelle, on peut tester rapidement, entre guillemets, rapidement les connexions, et puis on va déterminer sa fragilité pour dire qu'il faut faire attention parce que quand il y a telle vitesse de vent, il faut quitter tout de suite la maison parce que ça ne va pas tenir. C'est ça. Et ça nous permet aussi d'améliorer éventuellement les types de connexions, mais il faut savoir que comme c'est du construction traditionnelle, on reste quand même basique. On ne va pas utiliser des connexions coûteuses. Et qu'en perspective, il y en a beaucoup, hein, parce que le phénomène est complexe. Il faut étudier la fatigue parce que quand le cyclone arrive, il y a des pics de vent et ça va être sollicité de façon répétée. Et même si la vitesse est faible, le fait que c'est répété, ça va fragiliser les connexions. Et je pense que je veux me limiter là. Merci pour votre attention et je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci. Super, ben, merci Monsieur Rafidisson pour cette présentation très technique. Justement, je souligne le fait que bah, la simulation et les modélisations comme ça, c'est très important pour aller voir à quel niveau de risque on peut tolérer et comment et essayer d'avoir une idée plus précise de à quel moment les constructions un peu vernaculaires peuvent résister aux éléments climatiques et aux aléas des cyclones, etc. Super intéressant. Et on va continuer, on va prendre les questions juste après. Je vais donner la parole à Mathieu Sutre de Ecobat pour nous présenter un petit peu ce qui se passe à La Réunion autour du bambou. Merci encore pour cette présentation. On prendra les questions juste après la dernière présentation de cette séance. Merci beaucoup. Je te laisse la parole, Mathieu, si tu veux juste prendre le partage. Merci. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Très bien. Oui, bien sûr. Parfait. Alors, je prends le partage. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est très bien, oui, merci. Super. Mathieu Sutre, enchanté. Je suis l'animateur du réseau Ecobat à La Réunion. Donc, Ecobat qui est un réseau d'acteurs autour de l'éco-construction solidaire. Donc, on comporte 35 adhérents sur l'île, de la maîtrise d'œuvre avec quelques architectes, des bureaux d'études, des entreprises de construction, des menuisiers, des charpentiers, plombiers, etc. Et des structures d'insertion par l'activité économique pour amener les personnes éloignées de l'emploi vers l'activité et vers l'emploi. Donc déjà, je tenais à remercier les intervenantes et intervenants qui viennent de prendre la parole et de s'exprimer sur le bambou. C'était vraiment très intéressant et très pertinent. Donc, très rapidement, donc pourquoi le bambou à La Réunion? Comme je pense à Madagascar et comme ça a été dit, il y a une dépendance forte aux matériaux importés sur l'île. C'est une ressource locale existante avec notamment une bambusée dans les Hauts-de-Saint-Paul aussi, avec beaucoup d'espèces et de variétés. Et puis beaucoup de bambous de ravine aussi, des vulgaris qui sont assez peu valorisés. C'est un matériau adapté au climat tropical et puis il y a des enjeux forcément de séquestration carbone, d'autonomie, que ce soit énergétique, en construction ou autre, ou alimentaire, et au niveau des coûts aussi. Alors,
pourquoi cette étude bambou et pourquoi Ecobat? Nous, Ecobat, on est un réseau national métropolitain qui est né en 2010 et en 2015, il me semble, on a notamment porté la filière paille en construction. Donc, à travers, pareil, une étude de faisabilité, etc., pour incorporer la paille au niveau de la construction en métropole. Et maintenant, on le voit apparaître de plus en plus dans les appels d'offres publics. Donc, c'est des choses aussi qu'on a l'habitude de faire, donc de créer ces consortiums d'acteurs autour des enjeux d'éco-construction et de matériaux et de pousser les filières de l'éco-construction sur le territoire. Sur la jeunesse de ce projet bambou, donc Ecobat est arrivé avec une étude de faisabilité financée par la DET, la Direction du Travail, pour implanter le réseau sur l'île. Et puis tout de suite, on s'est intéressé à l'identification de filières à potentiel sur le territoire. Et de là est né le bambou. On a échangé aussi sur le vétiver ou sur d'autres matériaux, mais c'est le bambou qu'on a décidé de pousser avec différents acteurs. Donc en 2023, création du consortium autour du bambou, donc composé d'adhérents et de partenaires d'Ecobat. Donc on retrouve notamment le bureau d'études GTEC Océan Indien, qui fait de l'ingénierie, bâtiment, génie civil, la négoce Fibre Industrie Bois, la SKIC Permaculture Réunion, qui travaille sur des enjeux donc, de permaculture et qui est aussi organisme de formation. La Bambusée du Guillaume, donc j'en parlais tout à l'heure. Le FCBA, ça a été mentionné là, dans la présentation en amont, avec Jean-Luc Kouyumji aussi, expert de l'Institut français du bois, qui fait partie du consortium et qui nous accompagne sur son savoir et son expérience autour du bambou. Et l'administrateur du réseau aussi, Franck Grondin, qui porte une structure d'insertion par l'activité économique. Donc l'objectif de cette étude, on le voit alors juste après. Donc c'est une étude de faisabilité, ce qui permet d'analyser donc la viabilité, les implications économiques, juridiques et techniques avant d'expérimenter ou de lancer la filière bambou. Donc cette étude, c'est une étude qui va durer sur 1 an, qui a été cofinancée par le Territoire de l'Ouest et par l'ADEME, pour analyser en fait à 360 la filière bambou à La Réunion. Donc justement de la production, comment on plante du bambou, comment on le cultive, comment on le récolte, jusqu'au traitement, à la transformation, on en parlait, et ensuite la production. Donc sur cette première étude, on axera plutôt nos recherches sur des matériaux de secondes œuvres, pour au moins voilà, donner à voir aussi. On est assez contraint par tout ce qui est normes et certifications. Ça a déjà été amené, je ne reviendrai pas dessus. Mais en tout cas, voilà, réussir à proposer le bambou en non structurel aussi sur La Réunion, à travers des avis techniques ou autres. Donc à la fin de l'étude, on aura donc une analyse comparative sur des modes de production, de collecte, et cahier des charges sur parcelle aussi. Donc là, dans cette étude, on va analyser la pousse de bambou dans 8 sites sur l'île. Donc 4, sur chaque point cardinal de l'île, nord, est, ouest, sud, et dans les hauts et dans les bas. Donc comme ça, on analyse les différents comportements des espèces de bambou qui ont été validés par la direction de l'environnement en amont. On a réalisé une étude d'analyse de risque justement qui était nécessaire et préalable à cette étude de faisabilité, donc qui a été validée sur 4 ou 5 espèces. Et ensuite, après, à travers les autres adhérents, c'est comment travailler les traitements expérimentés, les produits, les coproduits, les types de transformation, et puis analyser aussi le bout de la chaîne avec les besoins en formation forcément et en emploi, parce que c'est une filière qui risque de générer de l'emploi, et pourquoi pas amener des structures d'insertion par l'activité économique sur le travail du bambou, comme ça peut être fait dans le nord de l'île avec une structure adhérente du réseau qui s'appelle Adésir.
3 scénarios de développement aussi. Donc, un scénario, on va dire petite échelle, moyenne échelle et grande échelle industrielle autour du bambou. Et bien sûr aussi une identification des leviers de financement pour les prochaines phases. Voilà, l'étude de faisabilité, c'est pas la plus grosse phase d'une partie d'innovation, on le sait tous. Donc, il y aura aussi des plus gros financements à aller chercher pour passer dans cette phase d'expérimentation concrète pour donner à voir aussi après aux ensembles des décisionnaires publics. Donc là, bah, brièvement, calendrier de l'étude, le lancement des premiers diagnostics avec aussi, et ça, je tiens à le souligner, et Jim l'a rappelé en préambule aussi, c'est le besoin de dialoguer entre nous, de coopérer aussi. Ce qu'on nous a souvent rapporté, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites autour du bambou et c'est vraiment bien pour pousser la filière. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'échanges aussi entre nous. Peu importe le territoire, on parle du même matériau. Et je pense que pour pousser la filière, il faut qu'on mutualise nos ressources, qu'on mutualise nos compétences, nos connaissances et pour éviter de repartir sur une énième étude qui restera dans le placard. C'est vraiment pas notre but et notre enjeu. Notre enjeu, c'est de pousser la filière, voir jusqu'à où elle peut aller. Et ça, je pense que en étant ensemble et avec toutes les connaissances et les compétences et les échanges qu'il y a pu avoir autour de cette visio, je me rends compte il y a un fort besoin de dialoguer entre nous. Forcément, les freins, bah, on en a parlé aussi en amont, mais peu de retour d'expérience technique et justement parce que peut-être peu d'interconnaissance entre les acteurs du bassin de l'océan Indien sur ce sujet-là. Donc, peut-être pourquoi pas avancer sur des échanges un peu plus réguliers entre nous pour se partager bah, déjà l'avancée de notre étude au niveau de la Réunion et puis aussi les avancements au niveau Madagascar. Pourquoi pas échanger aussi avec Mayotte ou autre pour pousser les curseurs sur l'océan Indien. Une filière donc encore peu structurée, c'est l'objectif de cette étude. Un cadre réglementaire et assurantiel incertain et difficile, voilà, avec beaucoup de normalisation, de certification, d'avis techniques qui prennent du temps, l'influence aussi du CSTB aussi dans les décisions qui peuvent créer une certaine inertie aussi sur le développement de la filière. Donc ça, c'est un frein assez important aussi. Et pour l'instant, des outils aussi de transformation locale assez limités, mais quand même en bonne évolution, notamment avec notre négoce de bois fibre. Et justement, bah, j'en parlais, c'est un sujet, je pense, de coopération régionale. On a tous du bambou qui pousse chez nous. On a différents usages, différentes traditions et peut-être même tabous. On en parlait à Madagascar tout à l'heure. Maintenant, c'est voilà, réussir à coopérer entre nous pour collectivement bah, réussir à pousser ce matériau porteur dans nos territoires et réduire aussi l'impact de l'importation et des matériaux plus émissifs en carbone. Donc voilà, transformation, formation aussi. Il y a des enjeux, je pense, de formation sur nos territoires. Et je pense que ça peut se faire collaborativement aussi et d'expérimenter. Voilà, je pense que c'est aussi en expérimentant, en donnant à voir, en montrant ce qui est faisable et ce qui est possible de faire et ce qui tient dans le temps on aura aussi l'aval des décisionnaires publics par la suite, quoi, avec la technique du petit pas, toujours en montrant petit à petit. Donc voilà, pour conclure, c'est une filière qui a à construire, je pense, collectivement, des acteurs déjà mobilisés, on le voit en étant 25 autour de cette visio, une structuration en cours aussi. Et puis le sujet bambou à La Réunion, c'est un sujet de structuration, mais j'ai envie de dire aussi le sujet bambou
dans le bassin de l'océan Indien aussi a besoin de se structurer, d'échanger, de collaborer aussi pour pousser le sujet. Je vous remercie. J'ai essayé d'être bref parce que je vois le temps tourner et puis je reste disponible pour des questions. Super, ben, merci Mathieu pour cette présentation aussi de cette étude menée par Ecobat à La Réunion. Comme tu as dit, hein, le principal enjeu, c'est de structurer tout ça et de se rencontrer entre les îles. Et ben, j'espère que ce webinaire a servi hein, d'une certaine façon à ça. Je reviens sur ce que j'avais mis comme lien au début de la présentation. Donc, ce QR code avec justement un questionnaire qui permet d'identifier les acteurs et les initiatives autour des écomatériaux. Ça peut être le bambou aujourd'hui, ça peut être aussi d'autres écomatériaux, la terre crue, on en a parlé aussi, des plantes un peu vernaculaires dont on ne connaît pas encore l'utilisation. À La Réunion, en tout cas à Madagascar, c'est ce qui nous intéresse, les entreprises, les projets, les structures, pour qu'on puisse identifier les personnes, faire discuter les gens intéressés entre eux pour que bah, justement on vienne nourrir un peu les études des expériences de nos différents territoires. Voilà, donc maintenant, c'était la dernière présentation de ce webinaire. Donc, merci d'avoir suivi avec assiduité toutes ces présentations, toutes ces informations. On a un temps encore jusqu'à 17 heures pour des questions. Donc, c'est le moment. Si vous voulez interroger ou questionner les différentes présentations, c'est le moment vous pouvez prendre la parole, lever la main et prendre la parole sur le chat ou bien directement en activant votre micro et les personnes concernées pourront répondre à vos questions s'il y en a. Donc, voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention. Pas de questions? Si ça fonctionne, normalement, vous pouvez activer votre micro pour poser une question, pour rebondir. Je sais qu'on a les équipes aussi du CNRIT dans l'audience. CNRIT qui est un de nos partenaires pour le projet BioEcowi. Est-ce que peut-être quelqu'un du CNRIT souhaite prendre la parole pour peut-être clôturer ou dire un mot sur le bambou et sur les actions qu'il mène? Bonjour. Oui, bonjour. Timby, est-ce que oui, tu veux peut-être prendre la parole? Merci. Il y a un écho, par contre, on t'entend pas très bien, il y a un écho. Peut-être que Est-ce que vous m'entendez? Là, c'est bon, ouais, merci beaucoup. Parfait. Merci de m'avoir donné la parole. Moi, j'aimerais tout simplement partager un peu les travaux que le CNRIT a effectués actuellement. C'est que aujourd'hui, notre approche, c'est de valoriser les fibres de bambou dans les matériaux, surtout en utilisant comme armature dans les matériaux en terre crue. Et en plus aussi comme des substitutions des fibres dans les matériaux fibrés. D'accord. Et oui. Oui, du coup, vous n'utilisez pas directement le chaume tel qu'il est, vous défibrez la matière pour pouvoir la réutiliser avec de la terre crue, par exemple. Est-ce que vous m'entendez très bien? Moi, je n'ai pas... Allô? Oui, on vous entend. Oui, on vous entend. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous venez de dire, s'il vous plaît? Je posais la question, du coup, vous défibrez les bambous et vous ne les utilisez pas tels quels. C'est bien ça? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Pas très bien. Oui, bah, je vous laisse continuer, allez-y. Allô? Oui. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, oui, je viens bien entendre maintenant. Oui. Oui, pardon. Je disais que je vous laissais continuer. D'accord, merci. J'aimerais tout simplement, c'est un petit partage,
C'est tout parce qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas faire des présentations. Vous pouvez nous excuser pour ça. Mais seulement, c'est que notre approche actuellement, c'est de valoriser les fibres, ce que je viens de dire, fibres de bambou dans les matériaux de construction en terre crue et aussi dans la valorisation dans l'énergie en utilisant les bambous comme charbon combustible. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup pour cet ajout. On reviendra vers vous pour en discuter un peu plus en détail ou si jamais d'autres personnes du webinaire veulent rentrer en contact avec les équipes du CNRIT ou les équipes de l'ESA, n'hésitez pas à nous contacter. On fera la mise en relation ou même si vous souhaitez discuter avec les équipes d'Ecobat sur notre étude bambou à La Réunion, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut arrêter le webinaire pour aujourd'hui. Ça fait déjà plus d'1h20 qu'on est ensemble. Je pense qu'on a déjà beaucoup parlé. Merci beaucoup d'avoir. Oui, je vois qu'il y a une main levée. Excusez, j'ai pas vu tout de suite. Madame Marie-Laure Chauran, vous pouvez prendre la parole. Et votre micro est désactivé, Madame Chauran. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô? Oui, Oui, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. Oui, On vous pardon. entend. Oui, On vous entend. excusez-moi. Je l'avais écrit en fait la question parce que là je suis. Ah, j'avais pas vu. Je me demandais si par rapport au développement justement d'une telle filière et par rapport à l'origine des bambous, le fait de mettre en place des nouvelles plantations un peu partout, est-ce que le caractère potentiellement invasif de la plante, surtout lorsqu'elle est à proximité des espaces naturels, sensibles ou pas, est pris en compte dans les discussions entre acteurs en fait? Oui, bah, je vais laisser Mathieu. Je pense que tu as la réponse à cette question. Je vois que tu lèves la main aussi. Je vais te laisser prendre la parole. Oui, oui, merci Jim. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Parfait. Oui, en effet, juste pour parler de la Réunion, même si c'est pas le sujet principal, concernant la Réunion, on a eu une analyse de risque d'invasibilité qui a été réalisée par la DEAL et le Conservatoire national botanique des Mascareignes, qui ont identifié, il me semble, 5 ou 6 espèces qui poussent en fait en cespiteux, donc qui poussent en touffe et qui sont pas traçants. Donc leur caractère invasif n'a pas été retenu, en tout cas selon le CBNM et l'ADL. Dans les bambous qui ont été identifiés, il y a le bambousa oldami, le guadua angustifolia, le Trisostachys siamensis, le Dendrocalamus asper et le Dendrocalamus sp, pour ceux qui connaissent. D'accord. Du coup, il y a par exemple une volonté un petit peu de sensibiliser les porteurs de projets dans cette filière à utiliser plutôt ces espèces, quoi. Oui, et même l'étude est basée que sur ces espèces qui ont été retenues. On ne peut pas faire d'études sur des bambous qu'on appelle traçants et qui sont invasifs. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Super, merci pour la question et pour la réponse du coup de Ecobat. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions, d'autres remarques? Oui, je vois dans la conversation, dans le chat, effectivement, je vous laisse revenir vers moi pour le contact, mais en tout cas, je diffuserai en tout cas la première partie de ce webinaire avec les contacts des personnes qui ont présenté aux personnes de l'audience ici. Donc, vous aurez les contacts de Madame Joanne Razafimao sur ça.
Je vois une autre main levée dans l'audience. Vous pouvez prendre la parole directement. Bonjour, vous Oui, m'entendez? oui, très bien. Oui, super. Bonjour, Chim. C'est moi, Tiavina, qui a représenté Madagascar lors de notre rencontre à La Réunion depuis décembre dernier, là. Oui. Merci encore pour cette invitation-là. Juste pour rejoindre ce qu'a dit les autres personne tout à l'heure par rapport à la question d'invasivité du bambou, hein. Pour le cas de Madagascar, notamment dans le programme brésilien, on a aussi fait un travail, disons, une étude sur l'invasivité des espèces de bambou pour Madagascar. Et on rejoint aussi cette idée-là du fait que, à l'issue de notre résultat, en fait, disons, les résultats ont été clairs pour dire que les espèces de bambou, surtout natives, c'est-à-dire les espèces autochtones de bambou à Madagascar sont aussi cet aspect de critères d'invasivité. Mais pour le cas du programme brésilien, on va surtout insister sur les espèces pour introduites. C'est-à-dire que c'est pas nous qui avons introduit cette espèce, mais plutôt c'est des espèces comme il a dit tout à l'heure, le tondro, le Mychocondius, tout ça. Donc, ce sont des espèces plutôt qui ne sont pas traçantes aussi. Donc, on mise là-dessus pour disons, les espèces de bambou à vulgariser tout ça. Et pour finir, c'est que le but pour le bambou, c'est déjà, comme on le sait tous, on est vraiment limité en termes de disponibilité sur le bois. Donc, Hmm. autant en même temps fournir une autre alternative, notamment le bambou, pour, disons, aider un peu les espèces forestières à se générer petit à petit, tout en donnant aux populations locales une possibilité d'utiliser, que ce soit dans la construction ou dans l'énergie, une autre source d'énergie comme le bambou. Merci. Ouais, tout à fait, c'est ça, c'est le contexte d'utilisation du bois qui est un peu tendu aussi à Madagascar par rapport à la déforestation. Le but, c'est de donner aux populations locales une alternative le temps que les forêts se régénèrent et que les ressources en bois se refassent. C'est tout à fait une démarche hyper vertueuse et je pense que c'est très intéressant. Donc, super, bah, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être d'autres remarques? Sinon, je peux clôturer le webinaire aujourd'hui maintenant. Comme je l'ai dit, je donnerai les contacts des personnes qui ont présenté à tout le monde pour que vous puissiez bah, vous contacter entre vous. Et surtout, n'hésitez pas à répondre au questionnaire que j'ai mis ici pour vraiment recueillir tous les contacts des personnes concernées. Voilà, merci beaucoup à tous et passez une très bonne fin d'après-midi. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, Au au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Oui.